Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot « vie » prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication. Aujourd'hui, donc, le mini-salon des métiers de la stratégie de communication en partenariat de l'ISCOM et de WeAreCom. Alors tout d'abord, WeAreCom, on se présente. Qui on est? On est le premier accélérateur des communicants en France. Notre objectif, c'est d'accéder, c'est de promouvoir la valeur ajoutée de notre métier. On est à la fois un média pour tous les communicants et un club pour les annonceurs. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels sur wearecom.fr, plus de 50 000 abonnés à notre newsletter et plus de 60 000 socionautes qui sont touchés chaque mois sur TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Côté club, donc qui est réservé aux annonceurs, notre objectif est de progresser entre pairs. Déjà 30 équipes d'annonceurs nous ont rejoints et chaque année, on leur propose des ateliers comme les bonnes pratiques du Web3, les maîtres de la manipulation avaient reçu l'historien David Colomb ou encore le patrimoine de marque avec des annonceurs tels que LVMH, LCL et Airbus. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Communication stratégique, qu'est-ce que c'est? La créativité sans stratégie, cela s'appelle l'art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité, disait Jeff Richard. Et justement, la stratégie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une stratégie de communication? C'est l'ensemble des décisions qui déterminent la communication d'une entreprise en fonction des cibles à atteindre, des objectifs, des différents types de communication mobilisés, des contraintes budgétaires et des contraintes temporelles. Strategy without data is air guitar, dit Nick Clow, directeur de la création de Apple. Et effectivement, sans données, la stratégie ne sert à rien. C'est une guitare imaginaire. Qu'est-ce que la communication stratégique plus précisément? C'est la compréhension des cibles au service de la stratégie de marque, basée sur des observations, des faits, des analyses du marché et des comportements des clients. L'objectif de la com stratégique est de penser à la fois client et utilisateur. Alors, quelques études de cas pour vous donner une idée de la communication stratégique. Tout d'abord, sur la tonalité humoristique, c'est Buffalo Grill qui se repositionne en disant au revoir à son identité plutôt Far West et devient Napacao. Pour apporter au restaurant un positionnement davantage steakhouse et tourner la page sur l'ambiance Far West, on va vous montrer une vidéo qui est pleine d'autodérision et qui interpelle les consommateurs et qui, en plus de ça, est une promesse de nouveauté qui suscite la curiosité. That I will be the one to
voici donc une vidéo de repositionnement qui a attiré notre attention. Ensuite, on passe à l'étude de cas de la marque Aigle, qui fait un coup de marketing tout en mettant en avant des valeurs. En fait, cette année, elle reconduit son projet Positive Friday. C'est anti-Black Friday, c'est-à-dire qu'ils ferment leur boutique le jour du Black Friday pour lutter contre la pression publicitaire et promouvoir un mode de consommation plus responsable. Et en fait, à ce moment-là, ils ouvrent une boutique seconde main en ligne. Donc, c'est une campagne responsable qui attire l'attention sur les défis de la grande consommation, mais c'est aussi un coup de marketing avec cet espace de vente et d'achat seconde main. Enfin, ma dernière étude de cas, c'est Barilla qui fait une communication utile et se met au plus proche du consommateur. En partenariat avec Spotify, la marque de pâtes a proposé des podcasts pour patienter pendant la cuisson des pâtes. Donc, il met à disposition des morceaux qui dépendent de catégories de pâtes. C'est une campagne utile qui fait plaisir de manière auditive et gustative. Et c'est aussi une image de proximité que la marque apporte en nous accompagnant jusque dans nos cuisines. Alors, on va laisser la parole aux experts. Donc, encore une fois, merci. Alors, tout d'abord, on rappelle, parce qu'on a un expert en agence et l'autre chez l'annonceur. L'annonceur, c'est comme une marque, c'est tout groupe, entreprise, start-up, institution qui prend la parole sur elle-même avec une équipe de com intégrée. Tandis que l'agence, c'est un prestataire qui accompagne la prise de parole de l'annonceur, donc de la marque. Alors, merci Raphaël Marcadal et merci Laurence Malençon d'être deux experts du jour. Raphaël, tu es responsable communication et communication institutionnelle et marque groupe chez Groupe RATP. Et Laurence, tu es directrice planning stratégique et innovation chez Hopscotch Group. Donc tout de suite, la première question, et si avant d'y répondre, vous voulez vous présenter en quelques mots à nos internautes. Alors, première question, pourquoi avez-vous choisi le domaine de la stratégie de com et quel a été votre parcours? Raphaël, je vous laisse commencer. Alors moi, c'est pas moi qui ai choisi la communication stratégique, c'est elle qui m'a choisi. J'ai un parcours, j'ai commencé différents métiers. J'ai commencé dans la gestion de projet pour les Coupes du Monde de foot, où là j'étais média manager dans la société de production audiovisuelle en charge de nos clients qui étaient les détenteurs de droits, qui avaient acheté les droits de retransmission. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans à l'international. Ensuite, j'ai travaillé plutôt pour le contenu. J'étais journaliste à l'AFP à Tokyo. Ensuite, j'ai été aussi amenée à travailler à Sciences Po Paris. J'étais éditeur-in-chief. Et ensuite, j'ai viré vraiment à la com corporate au sein de Publicis. Et ça fait 7 ans maintenant que je suis au sein du groupe RATP, à la direction de la com. Et là, depuis 1 an, en charge de la com groupe et du brand content. Merci beaucoup. Laurence, est-ce que vous voulez vous présenter et répondre à la question numéro 1? Mon parcours, c'est un parcours essentiellement littéraire. Donc, je le dis parce que les filières littéraires sont très discréditées. Et moi, j'ai une licence d'histoire, j'ai un master en sémiologie, j'ai une licence en psycho. Et je pense que c'est de très bonnes formations complémentaires à l'ISCOM, bien sûr, mais qu'il y a une rigueur, une inventivité, une créativité, un sens de où est l'idée qu'il faut absolument privilégier et ne pas perdre. Ce moment de publicité fait, j'ai commencé, moi, en planeur strat directement, d'abord dans une agence qui n'existe plus, qui s'appelait FCB, après chez Publicis, après chez DDB, et après j'ai monté ma propre agence qui était une agence, ce qu'on appelle activation. Activation, ça voulait dire que les copies stratégies des grandes marques étaient faites généralement à Londres, à Chicago, aux États-Unis, et ensuite étaient déclinées dans les pays en RP, en shopping experience, en retail, en digital, en ce qu'on voulait. Et mon agence s'appelait Rouge, et c'était le sous-titre, c'était l'agence des solutions révolutionnaires, et on s'est bien amusé. On a fait notamment, il y a très longtemps, un premier parfum pour chien, une créature virtuelle, le premier lancement de la Xbox en France, avec un launch secret où on maltraitait les influenceurs. Et puis, Rouge a été racheté par Hopscotch en 2015, et je suis passée à la direction de l'innovation et du planning stratégique. Et ça a été d'adapter mon métier, le planning stratégique, à des domaines que je connaissais moins bien, comme les PR ou l'événementiel.
Et puis, ça a été aussi, là, dans les 2 dernières années, la création d'un laboratoire d'intelligence collective qui s'appelle le Strike et dont j'aurai l'occasion de vous parler. Dans les questions, on y répondra avec plaisir. Alors, on passe à la question suivante. Quelle est votre propre définition de la communication stratégique? Et je vais encore une fois vous laisser commencer, Raphaël. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de communication stratégique s'il n'y a pas de stratégie d'entreprise. Étant donc l'annonceur, l'entreprise a besoin de définir un cap stratégique et la communication est au service. Elle est là pour venir illustrer, expliquer les grands axes. C'est comme une boussole pour expliquer donc la stratégie. Elle est au service du développement d'une entreprise. Ça, c'est ma définition annonceur, mais Laurence Raphaël, si je peux te tutoyer, je te rejoins entièrement là-dessus. La communication stratégique, c'est bien la communication qui sert le cadre stratégique de l'entreprise. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et donc, c'est une communication qui est pensée, qui est réfléchie. Quand on a vu tout à l'heure défiler un petit peu les premières questions de qui sont nos publics, qu'est-ce qu'on veut leur dire, quel est l'insight, quelle est la promesse, etc. C'est tout à fait le cas. Et récemment, à cause de ce cadre dont parlait Raphaël, il y a d'autres questions qui se posent, notamment des questions d'impact, de RSE, de comportement de l'entreprise, d'intégration de l'entreprise dans son écosystème, et on peut en parler aussi. Très bien, merci. J'ai une petite slide à montrer pour préciser peut-être à nos internautes ce qu'est le planning stratégique plus particulièrement. Donc, c'est transmettre un input à l'équipe créative. Donc, c'est un indice, une donnée. C'est donner un contexte, une ligne directrice et des informations pertinentes pour l'équipe qui va créer la campagne ou déployer une ligne éditoriale. Est-ce que l'une de vous veut rebondir sur cette définition? Oui, moi je veux bien. Mais je pense que Raphaël aussi. Moi, j'avais une question pour toi, Laurence. Je me dis, est-ce que tu sais depuis combien de temps existe le planning strat? Alors, je crois que c'est dans les années 80 et que c'est les gens de CLM BBDO, donc une agence qui a disparu maintenant, avec un des publicitaires extrêmement talentueux et brillant de l'époque qui s'appelait Philippe Michel, qui a introduit ça, me semble-t-il, à moins qu'en France. Donc, je dirais 1982-83. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avant, par exemple, dans les entreprises, c'est très rare qu'il y ait une entité qui ait une équipe planning stratégique. C'est vraiment quelque chose qui définit l'agence. Et nous, au sein de la direction de la communication du groupe RATP, on s'est restructuré il y a à peu près 3 ans. Et a émergé l'idée du besoin d'avoir une équipe dédiée au planning strat. Donc, on a maintenant une équipe qui est chargée du planning strat et peut-être que la définition est légèrement différente dans une entreprise. En tout cas, à la direction de la com de notre groupe, c'est aussi beaucoup une fonction de coordination pour être sûr qu'il y ait une coordination entre les différentes campagnes, que ce soit de la com interne, la com externe. Enfin, il y a cette rôle, pour moi, je dis toujours, c'est la tour de contrôle. Voilà. Et tu as tout à fait raison par rapport à cette fonction de coordination. D'ailleurs, ça s'appelle le planning stratégique. Et donc, si ça s'appelle le planning stratégique, c'est parce qu'il faut faire lien avec soit les différents métiers de l'agence, que ce soit créatif, les différentes disciplines, PR, événementiel, digital marketing, publicité, et l'annonceur aussi. Donc oui, il y a tout à fait une question de s'assurer que tout le monde parle le même langage, s'assurer que tout le monde comprend bien la stratégie, se l'est appropriée et la véhiculer dans les différents départements. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par rapport à cette définition, moi je trouve que cette définition, elle est un petit peu lacunaire, un petit peu réductrice par rapport à notre métier. C'est vrai que le planning stratégique est né dans l'activité publicitaire, puisqu'au départ, c'était une transposition par CLM BBDO de planeur d'un métier qui existait chez BBH, enfin que les Anglais ont inventé. Au départ, il s'agissait d'avoir la voix du consommateur, puisqu'il y avait la voix de la création, et puis il y avait la voix du commercial, donc la marge. Et entre deux, qu'est-ce que pensait le consommateur, quels étaient ses besoins, ses inputs, son comportement, etc. On ne le savait pas, et c'est pour ça que le planning stratégique a d'abord été inventé
pour décrypter les tendances, décrypter la veille, décrypter les besoins marchés, porter la voix du consommateur et la traduire dans un langage accessible auprès des différentes instances, en tout cas niveau agence. Raphaël, tu as peut-être une autre définition de ça. Donc, porter la voix du consommateur dans les différentes instances créatives et commerciales et veiller à ce qu'elles soient traduites et respectées. Ensuite, allez-y, continuez. J'aurais juste voulu dire peut-être qu'en tant qu'annonceur, on apprécie vraiment le travail du planning stratégique. Également, quand on lance des appels d'offres, et il y a toujours des insights, des inspirations. Pour moi, le planning strat, c'est aussi une source d'inspiration. Voilà. C'est vrai. Dans le rôle du planeur stratégique, et c'est pour ça que c'est un super job, il y a vraiment la veille de tendance, la veille des marchés, le décryptage de ce que ça signifie. Donc, c'est aussi une bonne culture sciences humaines, une bonne culture socio, une bonne culture philosophique, une bonne culture sémiologique. La proposition d'une certaine grille de lecture qui va nous aider à lire notre marché différemment et donc de pouvoir en avoir une lecture dynamique, donc avancer, trouver des idées là-dessus. Dans le métier du planning stratégique, donc forcément, le planner strat est très lié au new business. D'ailleurs, il y a des planners stratégiques qui sont essentiellement des newbiesers et donc qui prennent le brief de l'annonceur dans les appels d'offres, qui le décryptent, qui établissent ce qu'on appelle le socle stratégique, justement à l'aide d'études, à l'aide de tendances, de décryptage, et ensuite qui coordonnent les différentes disciplines de l'agence, qui vont parfois même jusqu'à écrire la reco finale, voire parfois construire le budget. Et aujourd'hui, l'activité de coordination des planeurs stratégiques, elle s'est développée, elle est plus importante parce que les problématiques sont plus complexes, qu'il y a plus de métiers qui rentrent en ligne de compte, qu'il y a plus de coalitions, plus d'écosystèmes. Et donc, on travaille beaucoup avec de l'intelligence collective aussi. Et ça, c'est une nouveauté. Et enfin, le futur du planning stratégique, c'est le conseil, c'est le consultant. Plus on montre dans la compréhension de l'entreprise et de ses enjeux, et plus on devient conseil et plus on se rapproche des métiers de conseil. Merci. Alors, pour ceux pour qui ce n'est pas encore assez clair, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on passe à la question suivante. Pourquoi et pour qui conseillerez-vous ce domaine en communication? Je vais vous laisser continuer, Laurence. Je serais ravie d'entendre Raphaël sur le sujet, puisqu'elle a un parcours très éclectique. Donc, alors, ce métier en communication, déjà, il faut bien sûr, la première des choses, c'est d'aimer la tendance. C'est sûr que si on est intéressé par les phénomènes sociologiques, si on aime le décryptage de son époque, si on aime l'air du temps, on va s'éclater dans le planning stratégique. Souvent, les planeurs stratégiques ont des compétences créatives. Il n'est pas rare de voir coupler planning stratégique. Alors maintenant, ils se forment sur Adobe, ils créent leur propre mood, leur propre concept board, des visuels. Souvent, ils sont concepteurs-rédacteurs. Moi, c'est mon cas, j'adore écrire des baselines, etc. parce que il faut que une ligne stratégique soit appropriable facilement. La culture est importante. Il faut aimer lire, il faut aimer les sciences humaines, comme je l'ai dit, parce qu'on doit donner une grille de lecture solide. Dans l'activité du planning stratégique, il y a la construction de méthodologies, ce qui nous rapproche du conseil. Donc, il faut aussi avoir ce background pour pouvoir construire des méthodologies qui soient opérantes et qui nous permettent de modéliser notre métier. Et bien sûr, la culture de la marque, la culture de l'entreprise, la culture marketing, elle doit être solide. Pour moi, c'est un parcours, ce sont des compétences très polyvalentes, mais pour répondre à ta question, Maud, pour moi, ça s'adresse plutôt à des coureurs de fond qu'à des sprinteurs. Je pense qu'il faut avoir une certaine forme de persévérance, de résilience. Il faut apprendre de ces… je pense que le planeur strat ne peut pas tout… Il y a certaines fois où ils se plantent, où ils sont à côté de la plaque et ce n'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et je pense qu'il faut quand même… Il faut avoir cette capacité d'endurance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, Laurence. Plus on avance dans le planning stratégique aussi et plus on se bonifie. Parce que plus on peut rentrer en granularité et en finesse sur le décryptage des problématiques de nos clients. Et c'est ça qu'on nous demande. Et je te rejoins aussi sur le parcours.
moi, j'aurais tendance à conseiller aux gens, en tout cas aux aspirants planeurs, de commencer par des métiers qui sont plus pragmatiques. C'est-à-dire de commencer par la gestion de projet. D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a encore, mais on en parlera assez peu, de postes de planning, même si c'est en train de se réouvrir. Mais par contre, il y a beaucoup de postes couplés, c'est-à-dire de postes gestion de projet plus planning stratégique. Ensuite, parce que quand on va demander à un planeur stratégique d'orchestrer et de donner l'impulsion d'une stratégie qui est 360, il vaut mieux qu'il sache parler des langages extrêmement concrets. Je te rejoins. Donc, c'est un secteur qui est difficile d'accès, plutôt je dirais pas que c'est difficile d'accès, mais ça peut être, c'est moins, on est moins dans l'immédiateté de métiers, par exemple aux réseaux sociaux, je pense au community management. On est vraiment dans des métiers de réflexion sur le cours plutôt long, des métiers que moi, j'ai toujours tendance, mon passage à Radio France, que je n'ai pas mentionné, me fait toujours raisonner en termes de contenu chaud, contenu froid. On est plutôt sur du froid que du chaud. Donc, il y a certaines personnes qui sont, moi j'en connais, j'ai des collègues qui travaillent dans l'équipe du Hub, qui sont en charge de tout l'écosystème digital du groupe RATP, et ils ne fonctionnent qu'avec le chaud. Et ils ne sont incapables ils sont moins performants sur des contenus plutôt froids. Et je me dis, et Laurence, tu me corrigeras si je raconte des bêtises, mais je me dis que quand on est planeur strat, il vaut mieux avoir cette appétence pour les contenus froids, de réflexion, et on est toujours, tu as parlé de méthodologie, de rigueur, on est quand même sur ce que j'appelle moi un peu de résilience, quoi. Oui, oui, tout à fait. De résilience et d'un certain amour quand même de la complexité, autant dans le décryptage des études que dans l'établissement d'une grille de lecture qui soit soutenue par une bonne culture sciences humaines, que par la création de méthodologies, ce qui n'empêche pas, et c'est ça qui fait la magie du planning, qu'on peut laisser libre cours à sa créativité, comme je vous l'ai dit, soit en faisant des visuels, des boards, en travaillant avec les créatifs, ou en faisant de la conception-rédaction, c'est toujours très bienvenu. Pour la difficulté d'accès, on arrive plutôt à une bonne période. Pour avoir beaucoup suivi le planning stratégique depuis les débuts, le planning stratégique est un métier qui a été très ouvert parce que vulgarisé par les agences de pub et très demandé par les agences de pub dans les années 90, qui s'est beaucoup fermé avec l'essor du digital, qui ne raisonne pas planning mais point de contact. Et il y a un problème, en tout cas pour le planeur, c'est qu'il est considéré comme étant un centre de coût et pas comme étant un centre de profit, business unit, parce que jusqu'à présent, les agences l'offraient. Donc, résultat, le scope des planeurs stratégiques a été fermé ou s'est fermé, et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des planeurs stratégiques qui aient plus de 5 ans, 6 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est un métier qui s'ouvre beaucoup et qui prend différentes acceptions dans différents domaines. Ce serait bien, Raphaël, si tu peux nous parler du planning stratégique chez l'annonceur, qui est un domaine que je connais moins bien. Le planeur stratégique, il y a des planeurs stratégiques digitaux. On leur demande une très bonne connaissance réseaux sociaux, une très bonne connaissance des points de contact. Il y a des planeurs stratégiques qui sont couplés avec de l'inside veille ou de l'inside data, comme dans des agences comme 65DB, par exemple, ou chez nous, Human to Human. Donc, qui sont des planeurs stratégiques, toujours décryptage, tendance, veille, etc., mais couplés à un certain métier qui est la veille, l'inside data et la data. Il y a des planeurs strat événementiels à qui on demande de maîtriser la syntaxe et la grammaire événementielle et qui vont aller jusqu'à imaginer des formats événementiels et écrire la reco finale. Donc, c'est autre type de planeur. Il y a des planeurs RP. Moi, je suis aujourd'hui hébergée au sein d'une agence RP et c'est un planning très particulier parce qu'il faut très bien connaître l'écosystème influenceurs et journalistes, et surtout là où il y a une unique selling promises pour les planeurs strat qui sont issus de la pub, il y a 50 angles possibles pour les planeurs stratégiques de RP. Et enfin, il y a le planeur stratégique annonceur, mais là, je vais laisser Raphaël nous en parler. Alors écoute, c'est beaucoup moins riche. Je pense que les étudiants qui t'écoutent doivent rêver parce que c'est vrai que c'est un très, très beau métier. Alors, chez nous, à la direction de la com, le métier de planning strat, il fait surtout appel à la notion, enfin, au métier de veille d'études. On a également
un département marketing et commercial qui est en charge de proposer, enfin de réaliser des études avec IFOP, avec des partenaires. Donc, le planning strat au sein du groupe RATP, c'est surtout de la veille, des études et beaucoup de coordination et d'articulation dans les campagnes pour être sûr, nos campagnes 360, qu'on soit bien calés. Donc, on est moins sur des fonctions créatives, on va dire. Oui, mais c'est le fondement vraiment du planning stratégique. C'est-à-dire, après, on peut se parler du reste, mais si à un moment, on ne décrypte pas des études, on ne fait pas appel aux bonnes études, on ne fournit pas les bons insights, qui est vraiment la base de la base de la base du planeur, et ensuite, on n'arrive pas à coordonner une équipe diversifiée, ben, c'est vraiment la base du planning. Merci beaucoup. Alors, on passe à la question numéro 4. Au quotidien, quelles sont vos missions et vos défis? Raphaël, tu peux y aller. Je crois que tu nous as préparé quelques slides. Oui, j'ai préparé quelques slides parce que je voulais quand même, avant de parler de ce que je fais, je voulais prendre l'opportunité de cette prise de parole pour expliquer un peu le groupe RATP. Je pense que les gens, les étudiants, pensent certainement RATP égale métro parisien. En fait, pas du tout. On est présent dans 14 pays, sur 8 modes de transport. Donc, je ne sais pas, Maud, tu peux passer peut-être à la slide suivante. Voilà, donc 14 pays, 8 modes de transport. On a 107 filiales. On est partenaire des villes. Donc, en fait, notre cœur de métier, c'était bien sûr le réseau de transport. Et au fur et à mesure, on s'est diversifié. On est aussi très présent dans les services urbains via nos filiales. On a une filiale RATP Solutions Ville qui est née l'année dernière. Et au sein de cet écosystème, on est le 3e opérateur de transport urbain dans le monde. Donc, au sein de la direction de la communication, il y a à peu près 80 personnes, pour vous donner un ordre d'idée. Là, ce sont les expertises que vous voyez, ce sont les expertises. Donc, j'aime bien ce schéma parce qu'il montre bien qu'on est présent au-dessus, donc sur nos modes de transport de surface, avec le bus, qu'on est en train d'électrifier. Enfin, il y a tout avec Île-de-France Mobilité, on est sur des enjeux très, très importants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est sur de la mobilité décarbonée. On est aussi donc, dans nos services urbains, j'en ai parlé. Mais moi, mon rôle en tant que responsable de la com groupe, c'est d'élaborer. Donc, on a un objectif. Notre objectif, c'est de contribuer à accroître la notoriété du groupe et de la marque groupe RATP. On a 2 territoires de marque bien distincts. On a toute la partie B2C, donc la communication grand public, sous la marque que vous connaissez tous en vert jade, donc RATP. Et là, cette marque-là, ce sont des campagnes qui sont faites dans le cadre du contrat qu'on a avec notre client, qui s'appelle Île-de-France Mobilité. Donc, c'est très réglementé. Et on a le territoire de marque donc, qui m'occupe. C'est le territoire de marque du groupe RATP. C'est ce que vous voyez, donc partenaire des villes intelligentes. Et là, c'est nos services de cette stratégie. Notre stratégie, on s'est positionné comme partenaire privilégié des villes. On se différencie de nos concurrents qui sont Transdev, Keolis, dans notre capacité à proposer une offre de services intégrés, que ce soit de l'énergie, des télécoms, etc. Donc, pour revenir à mes missions de communicante, pour comment on fait quand on doit contribuer à faire rayonner la marque, eh ben, on fait des campagnes d'image. On fait également, je crois que je vous ai mis une slide de campagne d'image. On peut aller, c'est juste après, on peut passer après, hop. C'est la slide suivante. Alors là, voilà, on fait une stratégie de brand content autour de notre raison d'être. Donc, on a une stratégie autour de notre magazine, notre ligne éditoriale qualité de ville, qui est vraiment basée autour de notre raison d'être. Et on reviendra sur la raison d'être parce que j'aimerais bien projeter quelques images du film, mais après peut-être avoir entendu Laurence, comme ça fait un échange un peu plus vivant. Et surtout, la slide suivante, c'est quelques images voilà, de la campagne groupe. Donc, on avait cette accroche, on a travaillé. Alors, notre agence campagne groupe, c'est Havas. Donc, ça, c'est une campagne B2B. Ce territoire de marque RATP Group s'adresse à du B2B. Donc, B2B, ce sont les élus, une cible institutionnelle, nos prospects, nos clients, etc. Et on est parti donc sur le principe d'une accroche sous forme de questions-réponses
puisque la communication pour nous doit être au service, comme on l'a dit, de la stratégie et doit contribuer à expliquer et avec un petit côté coulisses. Vous ne le saviez pas, et donc on pose une question et on répond avec des principes de preuve. Donc ça, c'est notre rôle. On fait donc j'élabore des campagnes d'image et il y a aussi toute une stratégie partenariale. Quels événements on choisit, auxquels on choisit de participer pour faire rayonner donc cette marque. Voilà. Très bien, ben merci. On va peut-être passer un extrait de la vidéo. Oui. Donc ça, c'est une vidéo, c'est la vidéo reveal de notre raison d'être qui a nécessité, il y a eu beaucoup de participation, il y a eu à peu près 138 000 contributions et ça a vraiment fédéré, c'était au moment du confinement, donc vous verrez, tous les gens sont masqués. Je ne sais pas si, voilà, on peut lancer, puis on en reparle après. La RATP est le cœur de la ville, comme le cœur de l'être humain. Si le cœur ne fonctionne pas, la ville ne fonctionne plus. Le groupe RATP fait typiquement partie des entreprises pour lesquelles définir une raison d'être est naturel. Une raison d'être, ce n'est pas uniquement un slogan de communication. L'enjeu de la démarche, c'est de trouver une raison d'être qui réunit les 65 000 salariés du groupe. La raison d'être, c'est la continuité de ce que nous sommes, avec une revendication plus forte du rôle que l'on a envie de jouer demain. Définir sa raison d'être, c'est dire au monde, de façon singulière, sa façon de définir son utilité pour le bien commun et pour le collectif, en s'appuyant sur son histoire, sur son ADN, et en le disant de façon explicite. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de se réinterroger sur leur rôle et sur leurs responsabilités. Ont besoin de se mettre, je dirais, en relation avec tous les défis qui sont les défis de leur écosystème, les défis des sociétés d'aujourd'hui, le défi écologique, le défi des inégalités sociales, la capacité d'une entreprise à se transformer et à embarquer en même temps ses salariés dans ces transformations. Mais tout cela en cohérence avec une raison d'être. Le but de la raison d'être, c'est un travail collectif de co-construction et on a vraiment ouvert complètement le champ aux salariés pour pouvoir s'exprimer. Pour définir cette raison d'être, on a toujours eu en tête la phase de consultation de tout le personnel. Et c'est ce qu'on a fait avec des panels de discussion par métier pour préparer des questions qu'on adresserait après via une plateforme digitale à tous les salariés du groupe. Effectivement, c'est attaché au groupe. On a eu près de 7000 contributeurs uniques et en effet plus de 138 000 contributions. Donc on voit bien que le débat il a été très vif, mais au bon sens du terme. En parallèle de ces panels métiers, on a mis en place un comité dédié à la raison d'être et on débattait des mêmes sujets. Ces comités ont été très utiles pour un échange qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir avoir une autre réflexion sur ce que l'on pouvait croire au bout d'un moment être des certitudes sur notre rôle. C'était indispensable. La RATP ne peut pas que regarder son nombril, elle doit aussi se considérer dans son environnement, dans son écosystème. Donc on a aussi demandé à des parties prenantes externes de nous regarder et de travailler avec nous sur ce qui pourrait être la raison d'être du groupe RATP. Donc on a eu un travail qui était un travail interne et puis un travail plus externe avec ce comité consultatif et évidemment ils nous ont donné un certain nombre d'idées. C'est vraiment, je pense, une raison d'être très forte et ce qu'elle entraîne avec elle est vraiment dans le sens de ce que devrait être en état de faire une entreprise du XXIe siècle. S'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Dans le terme engagement, il y a le sens.
Très bien, merci beaucoup Raphaël. Alors peut-être, maintenant on va laisser répondre Laurence. Merci Raphaël, parce que dans la vidéo qu'on vient de voir, il y a des mots très importants qui ont été prononcés: utilité, bien commun, collectif, rôle, responsabilité, écosystème. Et toute cette démarche de raison d'être, de consultation de l'écosystème, c'est une gigantesque démarche de transformation où la communication a un rôle majeur, où le planning strat, en tout cas pour moi, dans l'exercice de mon métier, moi j'en anime des raisons d'être, je les organise, je les exprime. Donc le planner strat peut être aussi au centre de ces dispositifs. Dans mon quotidien à moi, pour vous expliquer, Hopscotch, c'est le 3e groupe de communication français. Donc c'est un groupe qui est un petit peu sous le radar parce que les gens retiennent Publicis et Havas, mais on est le 3e. On est 800 personnes, on est présent dans 34 pays aujourd'hui. Et on n'arrête pas de se développer, de croître, parce qu'on a une mentalité d'entrepreneur ultra dynamique. La spécificité d'Hopscotch, c'est de partir d'un point de vue sur la com qui est un point de vue différent de celui que vous avez vu et qu'on vous enseigne à l'ISCOM, et qui se rapproche un petit peu de ce que Raphaël nous a montré. Dans notre vision de la communication, nous, on travaille moins le branding. Ce qu'on appelle le branding, c'est l'image de la marque et c'est le positionnement de la marque. Et là encore, normalement, le planner stratégique sait travailler ces items-là. Nous, on les travaille moins parce que pour nous, le rôle de la communication, c'est de designer des relations, c'est de créer des relations qui soient saines, qui soient fructueuses, avec l'ensemble d'un écosystème. Et l'écosystème, ça peut être à l'interne d'une entreprise, les talents, les collaborateurs, les connectés, non connectés, mais ça peut être aussi à l'extérieur d'une entreprise. Et l'extérieur d'une entreprise, c'est les futurs recrutés, c'est les fournisseurs, les partenaires, les associatifs, les pouvoirs publics, etc. Donc nous, on a des méthodologies et on est en train de les construire aujourd'hui. Et moi, je suis au centre de tout ça parce que je suis direction planning stratégique et innovation. Donc, on a fait paraître un livre écrit en intelligence collective l'an dernier qui s'appelle « La relation lors des entreprises », où on exprimait cette vision que pour nous, la communication, c'était vraiment le design de relations et que c'était ça qui était important. Et aujourd'hui, on est en train de définir les méthodologies qui nous permettent de créer des relations, d'identifier bien sûr les parties prenantes, mais aussi le mode de relation qu'on veut avoir avec eux. Et puis, la manière dont on va designer ces relations, et puis enfin, d'évaluer ces relations avec des indicateurs, parce que toute forme de travail communicant doit être évaluée. Donc, mon quotidien à moi, il est très diversifié, parce que non seulement je participe à certains appels d'offres, puisque j'ai fait ça pendant 20 et quelques années, vraiment de ne faire que du newbies, donc je le fais encore un petit peu aujourd'hui. À côté de ça, je fais ce qu'on appelle le conseil interne de l'agence et la transformation de l'agence avec ma directrice des stratégies collectives, puisque l'agence est en transformation. Eh ben, on établit encore la mission, la vision, la raison d'être, les feuilles de route stratégiques, etc. Donc là, on se rapproche du travail de consultant et je travaille également sur les méthodologies de l'agence. Et enfin, j'anime une cellule d'intelligence collective qu'on a appelée Strike, mais Strike, c'est comme le bowling, c'est pas comme la grève. Ça veut dire qu'on fait coup mouche à tous les coups. Et là, ça vise à résoudre en intelligence collective des problèmes qu'on faisait avant en chambre avec le client, par exemple les positionnements de marque qu'on fait maintenant en intelligence collective avec nos clients, ou les stratégies aussi, les formats de communication. Par exemple, on est copropriétaire du Mondial de l'Auto, on vient d'opérer le Mondial de l'Automobile entre le 17 et le 23 octobre, et c'est des formats événementiels et au-delà de l'événementiel de communication qu'on a imaginé avec 30 clients constructeurs. Voilà. Donc, un quotidien très diversifié, un peu de newbies, les méthodologies agences, du conseil interne et l'animation de la cellule d'intelligence collective. Et est-ce que l'une et l'autre, vous avez une sorte de journée type ? Journée type, il n'y a pas de journée type dans la communication, je serais tentée de dire. C'est ce qui en fait son intérêt,
c'est que je pense que chaque jour est un peu différent. Alors bien sûr, on a des comités de pilotage, des COPIL, c'est un terme, une terminologie, je pense que Laurence, tu dois aussi bien connaître, qui sont récurrentes, où là, quand on suit une campagne ou un projet, ben, on a un comité de pilotage récurrent qui peut être hebdomadaire. Là, en l'occurrence, avec Hopscotch, le groupe RATP travaille à l'organisation des vœux institutionnels de l'année prochaine. Donc, on se voit de manière récurrente toutes les semaines. Mais en dehors de ce management-là, on est beaucoup dans la réponse à des questions aussi en interne de management. Enfin, je pense que c'est très diversifié. Merci beaucoup. Raphaël a raison. Il faut distinguer aussi les routines qu'on a en tant qu'expert de nos métiers et des routines qu'on a en tant que manager. C'est-à-dire que Raphaël parlait des COPIL. Effectivement, on a des COPIL, on a les réunions du lundi, on a les réunions de cadrage, les réunions de management. Ça, c'est parce qu'on est manager qu'on fait ça. Et en tant que planeur stratégique, je dirais que la routine la plus représentative du planning stratégique, c'est que moi, quand j'arrive, sauf le lundi matin, où du coup, il y a les réunions du lundi, mais je fais ma veille. Je commence par 1h30 de veille, quasiment systématiquement, en m'abonnant aux newsletters et en regardant tout ce qui sort, et en téléchargeant les rapports, les livres blancs, les rapports de tendance, de manière à être à jour de tout ce qui sort et de tout ce qui se fait. Et je pense que tous les planeurs stratégiques du monde font ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, on passe tout de suite à la question suivante. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés? Qu'est-ce qui vous stimule le plus? Allez-y, Raphaël. J'avoue que quand on a une intuition, et là ça se rapproche un peu de la partie créative du métier, même chez l'annonceur, quand on a l'intuition d'une idée, d'une accroche, si on arrive à en faire une campagne et qu'on la voit affichée en 4x3 dans le métro, c'est une satisfaction. On se dit qu'on a bien fait notre travail, c'est un peu une satisfaction de l'artisan. Et ce qui me stimule le plus dans mon métier, ce sont les rencontres, et c'est aussi d'arriver à changer le regard. Par exemple, avant que je rentre au sein du groupe RATP, quand j'étais chez Publicis en charge du compte, je n'avais aucune idée que le groupe RATP était présent à Casablanca, je n'avais aucune idée du fonctionnement de ce qu'il fallait comme intelligence collective pour faire fonctionner tout ce réseau, ces réseaux de transport. Et j'avoue que quand on arrive à expliquer, à sortir notre casquette de pédagogue et à entraîner, susciter l'adhésion et la compréhension de nos publics, ça c'est ce qui me stimule, c'est une fierté. Merci beaucoup. Laurence, est-ce que tu veux répondre? Oui, c'est tellement bien. Alors, la chasse à l'idée, elle est exceptionnelle. C'est vraiment un truc qu'on adore, hein, de savoir, de voir quand est-ce qu'on a une bonne idée, quand est-ce qu'on s'en approche, quand est-ce qu'on l'exprime. Et je pense que tous les créatifs qui nous écoutent ne sont que d'accord avec ça. Le bonheur de rendre une entreprise lisible et de comprendre la logique interne d'une entreprise et la culture interne d'une entreprise, c'est vrai, c'est spectaculaire. On adore aussi, ça fait partie des grandes joies. Je rejoins complètement Raphaël là-dessus. La fierté actuelle que j'ai, c'est que j'ai l'impression de participer à une aventure qui change le visage de la communication. Il vous aura pas échappé que la communication a très mauvaise presse et qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent en faire. Et je parle à dessein, hein, à l'ISCOM, justement parce que on lui attribue une paire de sens, on la considère comme étant le bras armé du capitalisme, qu'aujourd'hui on est amenés tous à réfléchir sur nos métiers. Raphaël a montré ce film sur la raison d'être qui est quand même un momentum où j'ai entendu que 138 000 collaborateurs se posaient pour dire mais finalement à quoi on sert ? Comment on est utile à est-ce que vraiment ce qu'on fait est utile? Et les entreprises sont en train de se reposer sur ces modèles à un moment où on ne peut plus reculer, où de toute façon il y a une urgence climatique, sociale, etc., qui fait qu'on doit vraiment revenir à des fondamentaux qui soient des fondamentaux qui font du bien à tout le monde. Et c'est ce que Raphaël, en tout cas la vidéo disait sur le bien commun. J'ai l'impression que nous, en tout cas chez Hopscotch, avec cette théorie sur le capital relationnel, en disant, voilà, nous, on veut construire des vraies relations qui soient avec les gens, qui soient des relations qui soient fructueuses,
en évitant justement tout ce qui est bullshit, en évitant les fake news, en évitant la com pour la com, en évitant de faire perdre leur temps aux gens, en intégrant justement tous les critères qui sont des critères de responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire on va questionner notre écosystème, on va faire attention aux plus vulnérables, on va faire attention à tous ceux qui pourraient être impactés par notre com. Et la com elle-même n'étant que l'impact de la stratégie de l'entreprise, et ben là, j'ai l'impression que je commence à être vraiment fière de mon métier. Enfin, j'ai toujours été fière de mon métier. Hein. La communication, c'est l'énergie qu'il y a derrière les projets, c'est le sang des projets. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'énergie, ça sert à rien. Mais mettre cette énergie au bon endroit, en ce moment, c'est ce qui est en train de se faire chez nous et chez plein d'autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui sont éveillés, qui sont éclairés, qui apportent une autre vision de la com, qui vont changer les choses, et on va le faire ensemble. Merci beaucoup, Laurence. Dans le chat, on te demande, tu as parlé d'un livre sur les relations, est-ce que tu pourrais redonner le nom? Oui, alors est-ce que je peux éventuellement, je peux peut-être le partager, non? C'est possible ça? Oui, on peut le partager dans le chat. Alors attendez, je vous le montre à droite de l'écran. Ouais. En attendant, on va passer à la question suivante. Ouais. Selon vous, de quelle manière la com évoluera-t-elle dans les années à venir? Raphaël, si tu veux commencer. Alors moi, je ne suis pas visionnaire, mais je pense que on va aussi se mettre à la sobriété. C'est-à-dire qu'on a eu quand même les années 90, 2000, on communiquait pour communiquer. On était un peu dans l'infobésité. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais moi, je pense que c'est un souhait que j'ai, c'est qu'on communique moins mais mieux. On est rentré dans une ère de frugalité, et je pense que cela vaut aussi pour la communication. Merci beaucoup, Laurence. Qu'est-ce que la com nous réserve dans les années à venir? Ce que la com nous réserve dans les années à venir, alors beaucoup de choses. Là, il y a toute une partie de la com qui, de toute façon, est en train de devenir de l'ingénierie, de la programmatique, de la data. Et donc, on le voit, hein, on voit en ce moment, on voit aussi, nous, on utilise Midjourney, on utilise des logiciels d'intelligence artificielle pour créer des visuels. Donc, on voit qu'il y a toute une partie de la com qui va être, je dirais, de la partie technique. Et il faut faire attention à ce que la com reste humaine. Et ça, c'est véritable. Alors, nous, on a l'impression de participer à cette aventure parce que quand on dit nous, on veut être des créateurs de relations et c'est ça qu'on fait attention à ça, aux relations, à l'ensemble de l'écosystème, aux questions qui se posent, à une communication qui soit beaucoup plus inclusive, qui prenne beaucoup plus les avis des gens, qui soit beaucoup plus à l'écoute, etc. J'ai l'impression que ce soit ça. Et enfin, je pense que la communication va porter ce qu'on a besoin, c'est-à-dire non seulement des imaginaires qui sont liés à la responsabilité et à la RSE, à la sobriété, mais aussi des normes. Hein. Aujourd'hui, on est tous en train de s'engueuler, c'est-à-dire on est tous d'accord sur le fait qu'il faut dépenser moins de carbone, mais il y en a qui ne veulent pas renoncer au golf, il y en a qui se disent « moi je suis jeune, je vais quand même prendre l'avion, je ne vais pas connaître le monde ». Et tout ça est très très légitime, mais où ça se situe, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est facteur de division profonde, de fracture profonde dans la société. Et je pense que la com, avec les outils qu'on a maintenant, d'intelligence collective, de raison d'être, de consultation des parties prenantes, et le planning stratégique est au cœur de ça, et les activités de communication chez l'annonceur aussi, elle va créer du lien, beaucoup de liens. Et on en a besoin. Réponse très longue, pardon. Alors, question suivante, je crois que c'est la dernière. Auriez-vous un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? Raphaël. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se laisser piéger par ses propres préjugés. Par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'ai fait le CELSA, donc je suis désolée, c'est une école, ce n'est pas l'ISCOM. Et j'avais des préjugés, c'est-à-dire je me souviens me dire je ne j'irai jamais dans cette entreprise ou je ferai jamais ci. Et tant qu'on ne le fait pas, je pense qu'il faut rester curieux,
garder ses antennes ouvertes, expérimenter. On est dans l'ère du test and learn. Il ne faut pas avoir peur de faire avant de se faire une idée, de tester. J'aimerais donner aussi comme conseil, ça c'est des conseils de communicante senior, c'est d'écouter sa petite voix, de laisser travailler, nourrir un peu son intuition. Je pense que l'intuition aussi, quand on fait du planning strat ou pour les personnes qui sont intéressées, c'est très important. Donc moi, mes conseils seraient écouter sa petite voix intérieure plutôt que son mental, cultiver sa curiosité, nourrir son expérience et ne pas se laisser enfermer par ses propres préjugés. Merci beaucoup. Laurence, le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense qu'il faut avoir une sacrée dose de courage pour affirmer devant ses amis qu'on veut faire de la communication aujourd'hui, eu égard à l'image que la communication a, et que les conseils, c'est avoir envie de changer les choses parce que c'est le moment de le faire aujourd'hui dans la com et les mentalités sont prêtes, les gens sont à l'écoute, les entreprises sont en pleine transformation et la communication, c'est essentiel, c'est le sang. Donc, avoir une bonne culture d'entreprise, s'intéresser à la vie des entreprises. Je pense que alors, à s'intéresser à la vie de la com, vous le faites tous, hein, vous regardez tous les newsletters de CB News, de Joe Lapompe, etc. Mais la vie des entreprises, ce que Raphaël nous a montré, c'est ultra important. Savoir comment ça fonctionne, quels sont les dilemmes entrepreneuriaux, quelles sont les contradictions et les tensions d'une entreprise, quelle est son organisation, quelles sont les différentes divisions, qui décide de quoi, c'est la meilleure garantie de pouvoir faire passer un projet. Donc voilà, la culture entrepreneuriale, souvent elle est un petit peu délaissée et elle est super importante quand on commence et même après. Alors, merci à toutes les deux. Il y a quelques slides encore pour avoir un peu plus loin sur la com. Alors déjà, nos coups de cœur, si vous voulez vous plonger dans des livres, des podcasts ou des séries, il y a des livres spécialisés comme Mythologie de Roland Barthes ou La Vache pourpre de Seth Godin, qui est l'ex-responsable marketing de Yahoo. Il y a également des podcasts comme Il était une marque ou Saga des marques. Pourquoi pas une série comme Mad Men qui traite d'une équipe de publicitaires à New York dans les années 60, ou encore des livres plus scientifiques comme La psychologie du consommateur ou sur le succès des marques. Vous pouvez également lire le livre de la Team Wearcom, parce qu'on en est très fiers, sur les petits secrets des grandes marques. Enfin, est-ce que la com est faite pour vous? En quelques mots, donc la communication, comme on l'a vu, c'est surtout se faire connaître et développer la notoriété d'une marque, la rendre attractive, la faire aimer, et ensuite faire agir le client, le convaincre à passer à l'action. Alors, plusieurs techniques de communication, que ce soit média ou hors média. Communication externe, donc c'est celle qui s'adresse aux consommateurs, au public. Communication interne qui s'adresse aux collaborateurs d'une entreprise. B2C, B2B, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pareil. B2C, c'est business to consumer, donc vers les consommateurs. B2B, c'est une entreprise qui s'adresse à une autre entreprise, comme fait Raphaël. Et pour finir, quelques chiffres. 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la com sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont e-commerce manager, traffic manager et data analyst. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes sont chargés de e-commerce, chef de projet et chargé de com. Enfin, 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la com et des RP. Bac plus 4 et Bac plus 5 sont les niveaux d'études préférés en agence et chez l'annonceur. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions au hashtag AskISCOM et l'ISCOM vous répondra. Merci à tous, merci Raphaël, merci Laurence. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À tous.